Ouais, bah t'as raison, je vais essayer. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Si vous vivez dans une ferme, près d'une rivière, mais que vous êtes muet, Quoi? Restez branchés sur Radio Clemens, l'émission qui papote CRFPA et qui ne garantit pas que vous finissiez par mieux comprendre le droit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Clemens. Ici, RF Clemens composant en ce moment même dans la cave. L'émission continue donc pour la troisième fois aujourd'hui et c'est toute l'équipe de Radio Clemens qui vous remercie pour votre soutien et les remarques constructives que vous nous avez adressées. Je rappelle que les podcasts seront divisés en sections thématiques. Ce soir, c'est une émission un peu spéciale. On accueille un invité de prestige, Pelé, qui est doctorant brésilien et qui est spécialiste des libertés fondamentales et qui pourra donc nous faire part de ses critiques, je pense, constructives pour le grand oral de notre ami. Donc la semaine dernière, étant Tsubasa qui a passé l'épreuve du grand oral, c'est aujourd'hui donc à Clemens de passer l'exercice. Le thème choisi pour lui et que nous avons communiqué est la voie de fait. Nous avons choisi ce sujet. Clemens est un étudiant à l'IEJ de Pau. L'exercice est légèrement différent qu'à l'IEJ de Toulouse pour le grand oral. En effet, c'est juste un mot qu'ils doivent commenter pendant 15 minutes. Je salue donc mes co-animateurs également, Tsubasa, Jimbo, Pelé, notre invité de prestige. Et également, nous accueillons un nouveau membre, Chico, qui est doctorant en droit de la famille et qui fera partie et qui nous a fait l'honneur de présider le jury ce soir. Voilà, comme nous utilisons finalement pour l'entête que notre pauvre petit Skype qui fera bien l'affaire pour l'émission, pensez à couper votre microphone, le son du Skype du studio a été éteint, mais pensez aux autres auditeurs. C'est le temps donc de commencer l'émission. Je vous remercie, les chers auditeurs, d'avoir bien accepté de nous écouter. Donc je suis RF aujourd'hui, je salue donc tous mes futurs confrères et je souhaite à tout le monde une bonne émission. Donc nous avons Jimbo, Tsubasa, Chico et notre ami Pelé, grand avocat. C'est donc avec plaisir qu'on les reçoit. Et donc nous allons parler aujourd'hui de la voie de fait qui est le sujet que nous avons donné à Clemens. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu là-dessus? Peut-être les co-animateurs veulent peut-être dire un mot sur le sujet que nous avons choisi pour Clemens. Bah c'est Tsubasa qui a choisi le sujet, je crois. Oui, c'est lui, tout à fait. Donc c'est peut-être lui le plus à même de nous dire de quoi il en retourne. C'est quoi la voie de fait? Tsubasa, à vous. Alors il est en train, pour nos auditeurs, de compulser frénétiquement un précidalose, afin peut-être se rafraîchir la mémoire. Je suis en train de chercher là, mais je trouve pas, il n'y a pas de définition précise. Alors, Oui. on pourrait dire aussi que la voie de fait, c'est une notion très intéressante parce que je trouve, ayant fait plusieurs matières auxquelles je m'intéresse, la voie de fait, c'est un petit peu une notion pluridisciplinaire. On la trouve en droit pénal, on la trouve en droit administratif. Et naturellement, ça ne recouvre pas la même réalité. En droit pénal, la voie de fait, ce sera du point de vue, ce sera un acte infractionnel. En droit administratif, ce sera encore autre chose. En droit civil. Est-ce qu'on pourrait avoir quand même avec ces côtés pluridisciplinaires de la droit des faits, est-ce qu'on pourrait avoir un concept basique que ça touche toutes les disciplines où on rencontre ces droits des faits, Chico? Je pense que c'est compliqué en un certain sens parce que la même réalité ne revêt pas forcément la même définition, la même qualification selon les matières. C'est-à-dire quelque chose qui sera appelé ainsi en droit civil ne sera pas la même chose en droit pénal ou en droit administratif, alors que même même que le substantif, le nom serait identique. Après, ça m'arrive à moi, pendant l'examen de l'ECRPA, de tomber sur un sujet justement comme la droit des faits, ça recoupe plusieurs matières.
comment je dois attaquer ces sujets? Est-ce que je suis obligé de parler de toutes les matières? Est-ce que je dois choisir un point spécifique? Alors pour aujourd'hui, Clémence est en train de travailler la voie de fait dans le cadre du programme du droit administratif. Ok. Donc du coup, je pense que ça va être sous cet angle qu'il va l'aborder, avec la jurisprudence du tribunal administratif et surtout le référé, le référé liberté. Je pense surtout la jurisprudence dégagée par le tribunal des conflits, notamment lors de l'affaire Action contre l'Action française là, dans les années 30, suite c'est un arrêt de principe qui a été rendu ou qui a précisé les contours des voies de fait. Et j'espère que Clémence va nous détailler avec grande précision ce qu'avait décidé la jurisprudence. Et puis il faut surtout qu'il y a quelque chose de très important, de très actuel, c'est qu'en 2013, un nouvel arrêt a été rendu en la matière qui a encore limité les contours de la voie de fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la voie de fait exactement? Alors selon le lexique des termes juridiques du DALOS 2014, il s'agit d'une théorie fondée par la jurisprudence qui consiste en l'accomplissement par l'administration d'un acte matériel représentant une irrégularité manifeste, soit parce qu'elle exécute une décision ne se rattachant pas à un pouvoir qui lui appartient, soit parce qu'elle exécute selon une procédure grossièrement illégale, une décision même légale et à condition que cet agissement porte atteinte à la propriété mobilière ou immobilière ou à une liberté publique. Ok, donc du coup c'est plutôt une procédure qui n'a été pas suivie correctement ou plutôt un abus du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire comme ça en termes simples? Disons que c'est en fait on apprécie en fait il y avait deux hypothèses qui avaient été dégagées. C'était la décision qui est légale en elle-même, mais qui n'est pas rattachable en fait à l'acte d'administration, et puis aussi la manière dont elle était rendue. Tout ça. Et après on apprécie surtout l'aspect matériel en fait de l'acte. Et est-ce que vous pensez, mes chers, si quand on a un sujet au CRFPA comme cela, est-ce qu'on doit toujours revenir aux principes basiques et après développer les détails? Comment vous pensez que c'est mieux d'attaquer un sujet comme ça? Parce que parfois le sujet il est beaucoup ouvert, on peut parler beaucoup de choses. Comment vous pensez? Ben, je pense que ce que tu dis est vrai, hein. Faut toujours avoir en tête le principe général avant de développer un peu les principes particuliers. Bon là en l'occurrence je pense comme l'a dit Tsubasa, revenir sur l'arrêt fondateur du tribunal des conflits, définir bien ce qu'était la voie de fait à l'origine comme une atteinte, enfin un acte manifestement illégal ou une atteinte au droit de propriété. Et puis après, détailler les évolutions. Alors il y a eu une réforme, je crois, qui a introduit un recours devant le tribunal administratif. Et peut-être les jurisprudences récentes, c'est dire en quoi le concept a évolué. Après, dans le détail, c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas dans le manuel, qui n'est pas extrêmement fourni. C'est pas un point du droit administratif spécialement étendu. Donc sur le fond, je pense qu'il aura vite fait d'être soit exhaustif, soit de vraiment dire toutes les choses importantes. C'est vraiment après sur la méthode, il a de quoi tenir un quart d'heure, mais pas beaucoup plus, je pense. Et que pensez-vous de cette forme d'exercice de grand oral de l'IEJ de Pau, juste donner une notion à définir? Quelles sont vos attentes par rapport à cela et quelle différence faites-vous avec un article à commenter ou un texte comme on peut voir à l'IEJ de Toulouse? Ben, je trouve que c'est plus scolaire d'avoir juste un mot, vu que ça peut correspondre à un intitulé de cours. Par contre, moi, à titre personnel, je préférerais reposer sur un article ou un texte de loi, parce que le mieux, c'est un article de presse, parce qu'on a de la matière à développer, et même quand on n'est pas le sujet, on connaît pas le sujet, l'article de presse permet un peu de meubler. Tandis que quand on a juste un mot, c'est dur de meubler. Et puis la difficulté, quand même, c'est cadrer le sujet. Il est plus ouvert, je suis d'accord. Très ouvert. Ouais, Subaru, je suis d'accord. C'est vraiment c'est un vrai sujet de dissertation. Hein, Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement que c'est peut-être plus une approche théorique, doctrinale, d'avoir un sujet sur lequel on va gloser, on va développer à partir de ce qu'on connaît, peut-être faire des parallèles, des ponts, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a autour dans le droit. Et alors que, au contraire, des exercices tels que commenter
un article de presse, un texte, peut-être le fameux exercice de la note de synthèse, au demeurant assez périlleux. Là, ça va être plutôt d'avoir une masse d'informations et qu'on va chercher à résumer. Donc après, je pense que ce sont deux exercices qui n'ont pas du tout la même physionomie, si on peut dire ainsi. Après, je voudrais vous demander des conseils par rapport à les personnes qui nous écoutent. Parfois, ça nous arrive, on a déjà travaillé les sujets, on a bien bossé la matière. Par contre, quand on arrive à l'examen oral, on a un trou noir, on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire dans ce genre de situations? On a bossé la matière, mais à les moments de l'oral, on ne sait pas, on ne se souvient pas, on ne sait pas la façon d'exprimer la matière. Qu'est-ce que vous donnez des conseils à les personnes qui nous écoutent? Alors très simplement, pour avoir fait passer des oraux, souvent je pense qu'il ne faut pas se laisser décontenancer. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui ne sait pas, qui est confus et qui encore le fait voir. Alors quitte à peut-être à improviser, si on peut dire ainsi, ça arrive parfois d'avoir un trou, peut-être on connaît tout très bien, mais on a un moment de grand stress, donc on perd un petit peu ses moyens. Ce sont des choses qui sont fréquentes lors des examens, que ce soit à la faculté, que ce soit au CRFPA. Je pense qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut foncer, si on peut dire ainsi. Il faut montrer il faut faire croire en tout cas qu'on maîtrise le sujet. Et voilà, quitte à dire du bullshit. Alors comme dit la célèbre réplique, sur un malentendu, ça peut marcher. Et alors, en attendant notre candidat de ce soir, je voudrais vous demander une chose que c'est pas très juridique, où ça ne touche pas trop l'étude. Est-ce que vous pensez que l'apparence, la façon qu'on se présente, ça compte, ça joue dans ces jours-là de l'examen oral? Je pense que cela dépend vraiment de l'examinateur. Il y a certaines personnes pour qui c'est indifférent d'avoir un candidat en costume cravate ou habillé en jean et en polo. Pour d'autres, au contraire, c'est important. En tout état de cause, la personne pour qui c'est indifférent ne va pas sanctionner quelqu'un qui est bien habillé, alors qu'au contraire, la personne qui est très à cheval sur les conventions risquerait de mal le prendre. Donc, à mon avis, le mieux, c'est d'être prudent, de se dire il faut bien s'habiller pour un oral, et puis on a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Moi, ça me fait penser, ce que tu dis, à une anecdote. Je me rappelle un de mes premiers oraux en droit administratif, j'avais mis une cravate. L'examinateur, à la fin, m'a dit: vous avez mis une cravate, c'est très bien, je vous mets un point en plus. Depuis ce jour, je mets une cravate à tous les oraux. Comme oui, quoi, je sais. Bah, par exemple, il y a un de mes collègues, alors moi, j'avoue que ça m'est un petit peu égal, je ne note pas là-dessus, il y a un de mes collègues qui demande aux étudiants, et si vous alliez à un entretien d'embauche, comment est-ce que vous vous habilleriez? L'étudiant répond, peut-être en cravate, il lui a dit, mais alors, que ne le faites-vous pas lors d'un oral Après, il y a des anecdotes ici à Toulouse, des professeurs qui ont déjà refusé de faire un examen avec un étudiant qui n'avait pas de cravate. L'année dernière, notamment dans un cours à Toulouse, il avait un étudiant qui s'est présenté devant un prof et voilà, il n'avait pas de cravate. Et le professeur lui a dit: mais monsieur, sans la cravate, ça ne vale pas la peine. Donc du coup, il a refusé de faire passer l'oral en raison de la cravate. Ça, je pense que c'est un abus de pouvoir encore, mais bon. Ah, si on voulait faire ça peut-être peut revenir à notre sujet là, les Parce que c'est un acte administratif, refuser un candidat à un examen. Donc, alors on pourrait parler aussi, en des termes plus privatistes, de police de l'audience ou encore d'appréciation souveraine du juge. Mais bien sûr que ça coupe. Bon, juste avant que notre ami Clémence revienne de la chambre froide pour nous faire son exposé oral, peut-être nos deux guest stars se présenter sur leur parcours, par exemple, donc quel parcours ils ont. On commence par Chico, je pense. Voilà, en commençant par Chico. Alors Chico qui a eu la gentillesse de venir présider le jury et de participer à notre émission, et j'espère qu'il reviendra. Voilà, Chico, parle-nous de ton parcours pour que les auditeurs puissent savoir un peu plus sur toi. Alors, bon, avant toute chose, merci pour cette aimable invitation, puisque c'est la première fois en effet que je suis là. Pour ma part, je fais une thèse en droit privé, plus exactement. Je fais des travaux dirigés à UT1 dans diverses matières et dans diverses années, en particulier en civil et en pénal. Et puis voilà, donc j'espère apporter ma modeste contribution à cette émission.
Pelé. Moi je suis né de l'autre côté de l'océan, j'ai fait tout mon parcours, ma licence au Brésil. Après, ici en France, j'ai fait une thèse en doctorat. Et au Brésil, je suis avocat. Donc j'espère donner une contribution un peu des droits comparés, notamment en ce qui concerne les sujets de ce soir. Je pense que c'est une très bonne initiative, un peu de droit comparé fait pas mal. Puis comme vous êtes avocat, je pense que vos conseils seront avisés pour les futurs candidats. D'ailleurs, quel est le parcours pour être avocat au Brésil? Est-ce différent d'en France? Alors au Brésil, ça marche un peu différemment, parce qu'au Brésil, la licence, elle s'est faite pendant 5 ans, pas 3 ans. Et à la fin de la licence, on a le droit de passer les examens pour devenir avocat. C'est un peu comme l'examen ici en France, mais il s'agit de 2 épreuves et les 2 épreuves sont à l'écrit. La différence, c'est que justement au Brésil, on n'a pas un grand oral comme ici en France. Et une fois qu'on réussit dans l'examen, on peut devenir avocat. Il y a des stages obligatoires. Par contre, on n'a pas une école d'avocat comme ici en France. D'accord. Donc, il n'y a pas d'école d'avocat, et c'est donc ensuite des stages professionnels à la suite de la résidence. Exactement. Et au Brésil, c'est très normal, et je pense que c'est plus normal qu'ici en France. Pendant les parcours, la licence, les masters, les étudiants en droit, ils font déjà les stages auprès du cabinet ou avec un juge. Ça se débrouille aussi pendant la licence déjà. C'est obligatoire ou c'est à l'initiative? Oui. C'est obligatoire. Oui. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en France parfois on a une approche qui certes est très riche mais qui peut-être est un petit peu trop intellectuelle par moment. Sans doute on gagnerait à s'inspirer de ce système, de voir un petit peu comment est-ce que le droit est appliqué sur le terrain, en direct par exemple, en allant de voir comment ça se passe dans une juridiction, dans un cabinet d'avocats. Oui, je pense que je suis tout d'accord avec toi, Chico. Les droits, c'est fait au milieu de chemin, au milieu de chemin, à mi-chemin entre la théorie et la pratique. Donc, du coup, bien sûr, en stage, ça peut porter beaucoup de choses à l'étudiant en droit, notamment à la licence et même pendant les Master 1 et les Master 2. Si quelqu'un d'autre veut peut-être ajouter quelque chose. Donc, nous allons faire une pause musicale d'une dizaine de minutes. Pour aller chercher Clemens qui est encore sûrement en train de composer dans la cave et lui permettre de déstresser un peu avant la grande épreuve de l'oral et faire face à ce jury qui a l'air bienveillant mais à la fois je pense sera assez exigeant. Voilà, donc on se retrouve après une dizaine de minutes après une pause musicale. On va pas chercher midi à 14h ce soir. C'est un fils de pute, un bâtard et un connard, ce que vous voulez. Bâtard, oui ou non? Je vais commencer comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute, donc libérez mon client. Pour réviser le CRFPA, une seule fréquence, Radio Clémence. Radio Clémence. Hein, c'était juste pour l'arrivée, hein, on est d'accord. Vous savez que la première fois que j'ai revêtu cette robe, j'étais fière, j'étais heureuse, j'étais commise d'office. Tu sais maintenant ce qui t'attend. Alors fais-le à fond et rejoins-nous sur la messagerie Skype de Radio Clémence. De retour sur Radio Clemens, ici toujours RF. Voilà, nous sommes allés chercher Clemens dans sa cave et il va être prêt bientôt pour son épreuve du grand oral. Alors comme une auditrice m'a demandé la playlist, je cite juste les chansons qui sont passées. Donc c'est Alesso Heroes, Allen Oates Out of Touch et une chanson de Nightwish, un groupe finlandais, Kuloma Tiki Taitelia. J'espère que j'ai bien prononcé. Puis on filera l'orthographe. On filera l'orthographe par mail. Donc je vais laisser la parole au président du jury, notre ami Chico, qui va donner les consignes à notre ami Clemens. Et voilà, je souhaite bon courage à Clemens pour son exposé. Chico, la parole est à vous. Bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour Clemens. Alors vous avez 15 minutes d'exposé, après cela nous vous poserons quelques questions pendant 15 minutes également. On vous écoute sur les voies de fait, bon courage. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, je vous remercie. La République française s'est depuis son avènement toujours inspirée de sa lointaine cousine européenne, la République romaine. L'histoire de France elle-même, depuis la nuit du 4 août 1789, semble vouloir l'imiter. La chute du roi Targuin, la chute du roi Louis XVI, l'instauration de l'Empire également. Plus encore du second, le neveu du général, récupérant là encore les aigles des deux époques. Et la dictature. Sylla, puis César,
la République romaine a elle-même aménagé les pleins pouvoirs afin d'assurer sa continuité. Des Bonaparte à Pétain, que d'analogies. La République française organise elle aussi les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le pouvoir exécutif devient le dépositaire de l'avenir du régime. Dès la loi du 9 août 1849, à l'époque de la Seconde République, l'état de siège fut instauré. Puis la théorie administrative des arrêts RIS du 28 juin 1918 et des arrêts d'Amdol et Laurent du Conseil d'État du 28 février 1919. Et encore la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Et encore un général et encore des pouvoirs renforcés, l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, tel que Charles de Gaulle l'appliquera lors de la crise algérienne. Et l'Empire n'est pourtant pas advenu. La Ve République, qui ne tardera pas à dépasser dans sa longévité la Troisième, n'est pas sombrée. Pourquoi cela? La réponse, elle tient en un mot, le juge, ou plutôt les juges. Ceux du tribunal des conflits, là encore instauré sous la Seconde République, qui réunit les deux ordres à la fois judiciaire et administratif, garant du dualisme, ont craint vis-à-vis du pouvoir administratif. Et des mécanismes furent instaurés. Parmi eux, l'emprise irrégulière, mais surtout la voie de fait. Classiquement, la voie de fait se définit comme une incompétence du juge administratif dès lors que l'administration apportait soit une atteinte au droit de propriété, soit une atteinte à une liberté fondamentale, et ceci par une illégalité manifeste. Et cette incompétence, alors, va jouir au profit du juge judiciaire. Or, depuis l'arrêt du 17 juin 2013, la théorie de la voie de fait a été réduite. Autrefois garde-fou, désormais anecdote. À travers l'évolution de la voie de fait, n'est-ce pas le dualisme juridictionnel qui s'est amoindri? Finalement, en quoi le juge administratif a-t-il su s'affirmer, lui aussi, comme un garant à part entière des droits fondamentaux? Comment y répondre, sinon en envisageant dans un premier temps en quoi la voie de fait a-t-elle évolué, puis cette faveur explicitée, en quoi le juge administratif a-t-il réussi à gagner la confiance de ses pairs? Ainsi, dans un premier temps, l'évolution de la voie de fait. La voie de fait est l'un des mécanismes permettant de déchoir le juge administratif de sa compétence au profit du juge judiciaire, à l'instar de l'emprise irrégulière. Toutes deux ont évolué en 2013. Pourtant, le Conseil constitutionnel, par sa décision du 2 juillet 1989, avait consacré la place fondamentale du juge judiciaire comme garant de la propriété. Et finalement, c'est l'interprétation logique de l'article 66 de la Constitution. L'autorité judiciaire est garante des libertés individuelles, parmi lesquelles, évidemment, la propriété. Et pourquoi ces mécanismes? Sinon une méfiance à l'égard du juge administratif. En effet, dès la Révolution, les deux ordres ont été séparés. L'administration devait être jugée par l'administration. C'est ainsi qu'on assistait à la théorie du ministre-juge. Finalement, injustice qui était retenue. La loi du 24 mai 1872, là aussi, une des toutes premières de la Troisième République, a instauré une compétence d'exception au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, tout comme les autres juges administratifs, était démuni de pouvoir d'injonction, tout comme de formation en référé. Et puis enfin et surtout, des problèmes d'impartialité, d'indépendance. L'emprise irrégulière a été la première de cette théorie à évoluer. Ainsi, si le tribunal des conflits, dans son arrêt du 27 avril 2009, avait de nouveau consacré la prééminence du juge judiciaire, il a néanmoins changé de position dans un autre arrêt du 9 décembre 2013. Le juge administratif était compétent pour en connaître. Et la voie de fait également a suivi. Finalement, quelques temps avant l'arrêt du 9 décembre 2013, dans son arrêt Bergoent du 17 juin 2013. S'il est toujours nécessaire d'avoir une illégalité manifeste, telle que cela a été affirmé dans l'arrêt Ben Salem et Tasnaré, soit une illégalité manifeste par un octroi automatique d'exécution forcée par l'administration elle-même ou une action délibérément enclenchée en dehors de sa compétence, de la compétence réglementaire, il n'est plus seulement nécessaire, il est seulement nécessaire le tribunal des conflits a considéré que finalement il fallait seulement une atteinte aux libertés individuelles
ou une extinction du droit de propriété. Quel changement? On passait d'une atteinte à des libertés fondamentales à une atteinte à des libertés individuelles, et on passait d'une atteinte au droit de propriété à l'extinction du droit de propriété. Ainsi, l'hypothèse de l'incompétence du juge administratif, si elle demeure, devient on ne peut plus rare. Reste à savoir qu'est-ce qui a suscité cette évolution. Et ainsi, il est nécessaire d'aborder en quoi le juge administratif a-t-il su gagner la confiance des autres juges. Ainsi, la confiance envers le juge administratif. Si la voie de fait n'a pas été abolie, force est de constater qu'elle n'est plus appelée à être employée aussi fréquemment qu'autrefois. Pourquoi ce geste du tribunal des conflits? Tout d'abord, il faudrait s'intéresser à ce qui compose le tribunal des conflits. 8 magistrats, 4 issus de la Cour de cassation, 4 autres issus du Conseil d'État. Quoi de mieux pour assurer un dialogue entre les ordres au sein du dualisme juridictionnel? Et finalement, c'est l'évolution même du juge administratif qui a prouvé au juge judiciaire qu'il pouvait avoir confiance en lui, dès le début. Si la loi du 24 mai 1872 avait accordé seulement une compétence d'exception au Conseil d'État, il ne lui fallut guère longtemps. Il fallut simplement attendre l'arrêt Cadeau du 13 décembre 1889 pour que le Conseil d'État s'octroie de lui-même une compétence de principe. Et puis enfin, le Conseil d'État n'a-t-il pas agi en premier à l'égard des droits fondamentaux, avant même la décision constitutionnelle du 16 juillet 1971, liberté d'association? N'était-ce pas lui dans l'arrêt DN, à l'occasion du 7 juillet 1950, puis dans l'arrêt Société Equi du 12 février 1960, qui avait reconnu la force contraignante du préambule de la Constitution? Enfin, le Conseil constitutionnel lui-même s'était rendu, c'est évident, à l'occasion de sa décision du 22 juillet 1980, en consacrant l'indépendance des juges administratifs. Le législateur, là encore, était allé plus loin dans la loi du 31 décembre 1987, en créant le Conseil des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, véritable reflet du Conseil supérieur de la magistrature, et ceci afin d'assurer l'impartialité et l'indépendance du juge administratif. Néanmoins, cette loi ne s'appliquait pas au Conseil d'État. Et on le sait, le Conseil d'État a suscité de nombreuses critiques. Qui préside le Conseil d'État? Sinon le garde des Sceaux. On sait bien qu'en réalité, c'est le vice-président du Conseil d'État. La présidence du Premier ministre. Enfin, c'est la présidence du tribunal des conflits étant assurée par la garde des Sceaux. Mais le garde des Sceaux. Actuellement, la garde des Sceaux. Mais là encore, c'est le vice-président du tribunal des conflits, bien sûr. Petit lapsus. Cependant, dès lors, ça pouvait poser des problèmes vis-à-vis de son indépendance. Si la présidence était assurée par le chef du gouvernement, c'était évident que la polémique ne pouvait que s'amplifier. Et pourtant, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle-même, dans sa décision Sassiller-Lormin du 9 novembre 2006, avait considéré que la tradition qui était faite à l'égard du Conseil d'État suffisait à en assurer l'indépendance. La question de l'inamovibilité, par exemple. Aucun texte ne consacre cette inamovibilité pour les conseillers d'État. Pourtant, la tradition a toujours voulu que l'on demande au Conseil d'État, à l'instar du juge judiciaire, son accord avant de le déplacer. Sous le Second Empire, l'empereur Napoléon III n'a jamais destitué le moindre conseiller d'État. Finalement, cette tradition, cette marge d'appréciation qui était laissée aux États, a suffi pour convaincre la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors pourquoi pas le juge judiciaire à travers les 4 membres du tribunal des conflits? Ainsi, le juge administratif n'est plus en quoi que ce soit soumis à l'État. Est-ce un gage de confiance en récompense de son audace? Oui, le juge administratif est audacieux. On l'a dit, il a précédé le Conseil constitutionnel dans la reconnaissance du préambule de la Constitution. Préambule auquel le comité constitutionnel tel qu'institué en 1946 et même par la suite en 1958 avait été défendu de reconnaître force contraignante à ce préambule. Et même plus récemment encore, pas la peine de remonter jusqu'en 1950, l'ordonnance du 9 juillet 2014 du Conseil d'État a reconnu
le mariage comme une liberté fondamentale, là où le Conseil constitutionnel n'y voit qu'une liberté individuelle. Et l'on connaît les conséquences d'une telle distinction. Les libertés fondamentales sont garanties par la théorie de l'effet cliquet. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, j'en terminerai en vous remerciant. Mais avant cela, je ne peux pas conclure cet exposé sans m'interroger sur la source de cette audace. La composition du Conseil d'État, les juridictions administratives. Seulement des ressortissants de l'ENA ou de la carrière administrative? Non, finalement, ce sont des hommes et des femmes, des magistrats. Et plus encore, je m'interroge, qui est devant eux? Qui propose? Qui argumente? Qui plaide? Les avocats. Eux aussi, ils ont eu à souffrir de la mainmise de l'État et connaissent que trop bien le coût de l'indépendance. Quoique déjà bien enrobé, je ne le suis pas encore. Ai-je fait preuve d'audace? Aurais-je votre confiance? Cela adviendra avec votre concours. Cela reste encore à démontrer. Il me reste encore à montrer mon aptitude, de me montrer apte à la formation à laquelle j'aspire. Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du jury, je vous remercie de m'avoir écouté. Nous vous remercions Clémence. Juste avant que je cède la parole au président du jury pour l'exercice des questions, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent eux aussi poser des questions par le biais de radioclemens@outlook.fr et c'est notre ami Jimbo qui se charge de recevoir les questions et de les transférer à notre ami Clémence. Voilà, donc je laisse la parole au président Chico pour l'exercice des questions et aux membres du jury. C'est tout. Merci beaucoup. Donc on a 15 minutes de questions, me C'est ça. semble-t-il. Oui. Alors merci beaucoup pour cet exposé très complet, très intéressant d'ailleurs. J'ai en particulier été frappé par certains points qui ont un petit peu éveillé mon attention, peut-être en raison de mes préoccupations. Alors, d'abord, je relève la chose suivante. Vous avez parlé d'une atteinte au droit de propriété qui finalement devient une extinction du droit de propriété, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez expliqué que d'abord on cherchait à prévenir une atteinte, maintenant c'est seulement une extinction. Finalement, le droit de propriété était un petit peu en recul, c'est ça ? Est-ce qu'on n'irait pas un peu à rebours de la jurisprudence récente de la Cour européenne, qui au contraire va consacrer une vision très large du droit de propriété avec différentes jurisprudences, peut-être plus très jeunes, hein. Je pense par exemple, ça me vient comme ça, à l'arrêt Oner Yildiz contre Turquie, l'arrêt des chalets de Gruissant, peut-être un petit peu anecdotique. Quand on voit que la Cour européenne des droits de l'homme voit dans une simple espérance légitime un droit de propriété et qu'elle le traite comme tel, est-ce que nous, en France, on n'est pas un petit peu en décalage? Et le cas échéant, est-ce qu'on risque pas de se heurter à une condamnation de la Cour de Strasbourg? Au-delà finalement de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est le texte lui-même qui garantit le droit de propriété par son protocole additionnel, le tout premier. Alors certes, la théorie de la voie de fait a reculé, c'est amoindri, mais en même temps, la loi du 30 juin 2000 n'a-t-elle pas permis aux juges administratifs de bénéficier non seulement du référé suspension, mais également du référé liberté, qui permet de prévenir les atteintes aux libertés fondamentales. D'accord. Ainsi, je ne pense pas que le droit de propriété soit menacé par cette évolution. Sans faire disparaître ce mécanisme préventif, d'autres ont été amenés à protéger à leur tour la garantie du droit de propriété. Merci beaucoup. Et au sujet justement de la Cour européenne, j'ai été aussi assez intéressé, peut-être un petit peu intrigué par cette question qui mériterait sans doute d'être développée. Vous avez dit que la Cour européenne s'était fondée surtout sur la tradition du Conseil d'État, pour dire que cela respectait quand même certaines garanties. Pourtant, il y a parfois certaines parties de la doctrine qui redoutent un petit peu un nivellement des traditions juridiques justement de certains pays. Ça me vient à l'esprit notamment cette décision de la Cour européenne qui estime que l'avocat général ne doit pas participer au délibéré. Vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur la Cour européenne et les traditions juridiques des différents États membres? Alors, il est vrai que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a reproché à la France, non pas d'avoir un commissaire au gouvernement au cours de l'arrêt Cress contre France, mais seulement que celui-ci puisse de droit participer au délibéré. Et d'ailleurs, le législateur s'est rangé à son avis,
puisque au-delà du titre, puisque nous n'avons plus un commissaire du gouvernement mais un rapporteur public, le législateur a accompagné cette démarche, alors même que les décisions de la Cour européenne n'ont pas force exécutoire. Le législateur est allé plus loin, donc non seulement il a fait application à cette décision en laissant la possibilité pour le rapporteur public d'assister au délibéré, sauf si les parties venaient à s'y opposer. Enfin, finalement, sur votre question à propos de la perception de la Cour vis-à-vis des traditions, et notamment on a eu un arrêt de grande chambre, Lauzzi contre Italie, le 18 mars 2011, qui faisait état justement de la tradition italienne, donc dans un autre cadre, mais c'était vis-à-vis de la présence d'un crucifix dans les écoles publiques, crucifix que nous avons d'ailleurs également sur une partie de notre territoire, en Alsace et en Moselle. Si la Cour, à mon sens, si la Cour européenne a maintenu cette possibilité de tradition, c'était finalement dans une approche qui la caractérise, c'est celle de tolérer toujours une marge d'appréciation des États. Quand on voit les effets de la conférence de Brighton qui ont abouti au protocole numéro 15 et sur l'insistance du gouvernement britannique sur le principe de subsidiarité, la Cour européenne, si elle veut exister, doit adopter une démarche prenant en compte à la fois le consensus européen, mais également l'appréciation inhérente à chaque État. Cela n'empêche pas non plus de faire preuve d'audace à l'instar du Conseil d'État. Néanmoins, il s'agit d'un compromis. Et en cela, respecter les traditions, travailler avec les États, ne pas travailler contre eux, c'est assurer finalement le respect d'une convention qui, encore une fois, dont l'interprétation n'a pas force exécutoire. Est-ce que selon vous, il y aurait un parallèle à faire entre cette marge d'interprétation que la CEDH concède aux États et ce qu'en France nous appelons l'interprétation souveraine des juges du fond? Oh, une analogie, un parallèle? Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un parallèle entre les deux Alors, oui, à ceci près que l'appréciation souveraine des juges du fond, ça dépend encore une fois de quel juge. L'exemple du juge en droit pénal, qui est limité par l'interprétation stricte des textes. Les mécanismes peuvent se ressembler, néanmoins, à mon sens, la démarche est dans un tout autre but. Comme le disait Aristote, le juge est la bouche de la loi, mais il est nécessaire pour la bonne application de la loi qu'il puisse l'interpréter, et de manière souveraine, afin de garantir son impartialité vis-à-vis des partis, du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif, ainsi que son indépendance. Et donc c'est pour ça qu'il faut maintenir cette souveraine appréciation. Quant à la marge d'appréciation qui est laissée aux hautes parties contractantes par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mon sens, c'est plus dans une démarche de compromis. La Cour a été amenée finalement à être presque acculée par les États. On lui reprochait finalement d'être presque autoritaire, puisqu'elle allait plus loin, elle avait une interprétation on ne peut plus extensive du texte. Je prends par exemple le fait que classiquement il faut attendre l'épuisement de toutes les voies de recours. Souvent la Cour européenne avait considéré que ce n'était pas la peine d'aller jusqu'en cassation dès lors que les voies de recours étaient inutiles dans les litiges en cours. Ainsi, pour moi, la démarche n'est pas la même. Le respect de la marge d'appréciation repose plus sur une démarche de compromis, tandis que la souveraine appréciation est dans une démarche de garantie. Merci beaucoup. Alors juste une dernière question, et j'en aurai fini, je laisserai la parole aux autres membres du jury. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un risque pour la sécurité juridique dans cette idée que la Convention européenne des droits de l'homme est finalement un instrument vivant, par définition, qui est en évolution? Alors est-ce que, avec cette volonté de s'adapter peu à peu au changement, est-ce qu'on ne va pas un peu compromettre justement cette espérance légitime qui est assez chère à la jurisprudence de la Cour européenne? Il est vrai que la Cour européenne, notamment dans son arrêt du 21 février 1975 Golder, avait affirmé que la Convention était un instrument vivant. Elle est même allée plus loin que ça, puisqu'elle a même considéré que c'était un instrument constitutionnel. À ceci près, néanmoins, que, à mon sens, cela ne va pas à l'encontre du principe de sécurité légitime, puisqu'elle a même mis en garde, dans son arrêt Tyminski contre France,
la France justement, contre les dérives, contre les atteintes éventuelles qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de la sécurité légitime et de la rétroactivité aussi bien des lois que de la jurisprudence. Donc ainsi, à mon sens, je ne pense pas que ça puisse porter atteinte à ce principe-là, un principe qu'elle affirme, d'autant que, justement, comme elle laisse une certaine marge d'appréciation, elle permet de laisser aux États leur cohérence interne. Et quand bien même, au-delà de la question notamment de la Cour européenne, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres instances qui ont adopté, qui adoptent et qui font maintenir ce principe-là, au-delà des juridictions françaises, notamment. Peut-on citer la Cour de justice de l'Union européenne, qui en a fait un principe général du droit de l'Union. Merci beaucoup. Est-ce que les autres membres du jury ont des questions à poser? Alors moi j'en ai deux très rapides. Vous avez cité dans votre introduction l'article 16 de la Constitution qui permet au président d'utiliser le pouvoir exceptionnel. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels cet article 16 ne peut pas être utilisé? L'article 16 de la Constitution ne fait pas l'objet d'un contrôle dans son application. Mais est-ce qu'il y a des cas où la présidence de la République ne peut pas utiliser cet article 16? Juste une question fermée. À mon sens, non. Néanmoins, il y a d'autres empêchements, comme par exemple, à l'occasion de l'emploi de l'article 16, on ne peut pas dissoudre le Parlement. Mais non, je ne vois pas de situation où l'article 16 ne pourrait pas être employé, mais l'article 16 est lui-même enfermé dans des conditions. Dans des conditions qui font appel à une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel par le Parlement et une saisine automatique au bout de 60 jours. Oui, je vous en demandais pas tant. Et deuxième question, vous avez parlé de la théorie de l'effet cliquet. Qu'est-ce que c'est? Alors, la théorie de l'effet cliquet est une théorie qui a été développée par le Conseil constitutionnel et qui vise à ce qu'une liberté, pour peu qu'elle soit consacrée comme fondamentale, c'est-à-dire une norme supérieure aux autres, sur laquelle une norme constitutionnelle doit être respectée par les actes législatifs, aussi bien que les décrétos. Quand on décide de modifier cette liberté fondamentale, il faut que les garanties qui lui sont inhérentes soient maintenues. Alors que ça soit d'une manière ou d'une autre, mais cette garantie doit être maintenue. Enfin, voilà, la question, pas forcément par le même mécanisme, mais cette effectivité doit être maintenue. C'est le sens même de l'effet cliquet, d'où l'enjeu qu'il y a à reconnaître des libertés fondamentales, telles que la question du mariage. Sur la question du mariage, si le Conseil d'État reconnaît, par exemple, a reconnu que c'était une liberté fondamentale, peut-être que cela va, comme dans l'affaire DN ou Société Equi, qui avait donné lieu par la suite à l'arrêt liberté d'association, si le Conseil constitutionnel décide de consacrer la liberté fondamentale du mariage, alors le principe même de revenir sur la loi Taubira du 17 mai 2013 ne pourra être accompli. Est-ce que vous en êtes sûr? Dès lors que ça sera reconnu comme liberté fondamentale, on ne pourra pas empêcher les couples de même sexe de pouvoir se marier. Alors est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça concerne des personnes en particulier ou est-ce que les conditions pour accéder à une institution du droit civil ne concernent pas tout le monde dans l'absolu? Par exemple, en 2006, l'âge pour pouvoir se marier pour les femmes a augmenté. Est-ce que par exemple là, vous y verriez une atteinte à la liberté du mariage? Alors, on pourrait également citer, est-ce que c'était une atteinte à la liberté du mariage quand le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il n'y avait aucune discrimination suite à ce que la loi française avait aboli le mariage polygamique en Polynésie française. Bon, à mon sens, non, il n'y a pas une atteinte à cette liberté fondamentale qu'est le mariage. Bon, à partir de quand on peut se marier, finalement, ce sont des modalités de ce mariage. Est-ce que le principe en lui-même est atteint? D'ailleurs, certains des détracteurs de la loi du 17 mai 2013 avaient reconnu, dans une certaine hypocrisie, que les personnes homosexuelles pouvaient se marier, mais avec des sexes opposés. Donc la liberté fondamentale n'était pas atteinte. D'accord. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je voudrais un peu changer un peu les sujets pour voir votre connaissance des autres matières, monsieur. Notamment, vous avez nous parlé d'interprétation stricte du texte, notamment en ce qui concerne les droits pénals.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à les concepts de la matière pénale. Ça vous dit quelque chose? Le concept de la matière pénale. Oui, oui, oui. Si vous voulez, je peux vous aider un peu. C'est un concept développé par la Cour européenne des droits des hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose par rapport à ça? Il y a des spécificités qui sont inhérentes à la matière pénale, notamment la nécessité du double degré de juridiction, qui a amené le législateur français à mettre en place une cour d'assises d'appel. Double degré de juridiction qui a longtemps fait polémique au sein justement de la justice administrative, puisque le Conseil d'État peut être saisi en premier et dernier ressort. Et tout comme en matière civile, il y a des cas où il n'existe pas de double degré de juridiction. Et est-ce qu'on pourrait, dans une procédure administrative, notamment devant une autorité administrative, invoquer, utiliser des principes des procédures pénales? Alors, certains principes de la procédure pénale ont été repris par le juge administratif lui-même. Je pense notamment à la nécessité du délai raisonnable, dans l'affaire Garde des Sceaux contre Magira, du 28 juin 2002. Également d'autres, aussi, le principe du double degré de juridiction avait été affirmé très tôt, dès 1947, finalement par un autre type de recours, mais le Conseil d'État avait affirmé que le recours pour excès de pouvoir était possible pour n'importe quel acte, quand bien même le législateur ne l'avait pas prévu. Donc, si j'ai bien compris, vous pensez qu'on peut faire cette importation des principes des procédures pénales vers les droits administratifs, vers des autres procédures, c'est ça? Pour moi, c'est affirmer cela, c'est prendre acte d'un dialogue, d'un dialogue entre les juges que j'appelle, et qui est là, que j'appelle comme je constate. Okay. Et est-ce que ce mouvement d'importation, il a quelque rattachement avec les concepts de matière pénale? Dès lors que la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pu avoir une interprétation sur cette question de matière pénale qui elle-même ne s'étend pas seulement à l'application du code pénal, du code de procédure pénale. Ça marche également pour les incriminations en matière fiscale, sur d'autres aspects. Et dès lors, puisque la Cour européenne avait une interprétation de plus en plus extensible, eh bien, peut-être simplement que les autres juges, que ce soit en matière civile ou en matière administrative, ont pris acte et ont considéré que peut-être, s'il n'y avait pas nécessité, il y aurait peut-être utilité. Je voudrais rebondir sur le droit pénal de notre ami Pelé. Selon votre opinion, c'est juste, je demande votre opinion, le droit pénal est-il un droit privé ou un droit mixte? Parce que c'est un vif débat qui fait rage entre Oui, c'est un débat qui agite la doctrine. Alors certains soutiennent que ce serait peut-être une branche sui generis, d'autres estiment que le rattachement au droit privé est quelque peu artificiel, d'autres se fondent plutôt sur des motivations judiciaires en disant que peut-être les juges judiciaires auraient plus de moyens pour faire des investigations sur les infractions. Qu'est-ce que vous en pensez? À la fois d'un point de vue pragmatique, mais aussi doctrinal. D'un point de vue théorique, le droit pénal se détache complètement du droit civil, dans la mesure où, fondamentalement, en matière pénale, c'est l'État qui agit contre des individus qui sont soupçonnés d'avoir commis soit des délits, soit des infractions, des délits, des crimes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 1955, il y avait l'arrêt Carrier, qui est toujours en application, selon lequel le droit pénal tient le civil en l'état. Néanmoins, force est de constater que dans la pratique, puis le législateur, ayant pris acte de cette pratique, a consacré une certaine place particulière, de plus en plus prééminente, de la victime. C'est pour ça qu'on a abouti dans les faits à d'autres mécanismes. Je pense notamment à la médiation pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Tout ça ayant vocation finalement, au-delà de la punition, le juge pénal, puisqu'il est en mesure de pouvoir prendre des prérogatives du juge civil pour fixer des indemnisations, l'important n'est-il pas d'assurer la paix civile et tout du moins de réparer le dommage subi par la victime. Et cela va même au-delà, puisque suite à l'affaire Romain Dupuis, l'individu qui avait été reconnu comme irresponsable puisqu'il était atteint psychiquement, malgré le double crime atroce qu'il avait commis au sein de l'hôpital psychiatrique de la ville de Pau, eh bien, le législateur a
a décidé qu'il y aurait néanmoins un simulacre de procès pour que cet individu, pourtant reconnu irresponsable, soit exposé aux victimes. Mais je voudrais vous savoir, si j'ai bien vous compris, vous me dites que les droits pénals, c'est finalement une expression de la souveraineté de l'État. Parmi d'autres droits. Ok. Est-ce que ça se rattache plus au droit public qu'au droit privé alors? Eh bien, pour moi, c'est un droit mixte. Quel est le côté privé, à votre sens, dans ces droits mixtes? C'est la prise en compte de plus en plus des intérêts du particulier, afin d'assurer une paix civile de manière horizontale. C'est plus seulement un raisonnement asymétrique État contre individu, c'est le juge pénal entre les individus. Alors, je pense que les 15 minutes sont passées. Peut-être une petite question de Subatsa, notre co-animateur habituel, qui n'a pas eu le temps de poser sa question. Une dernière question de Subatsa et après on te libère. Oui, alors il y a un adage qui dit que justice doit être, non seulement la justice doit être rendue, mais on doit montrer qu'elle a été rendue. Vous en pensez quoi? Alors, j'en pense que c'est une théorie de l'apparence, une garantie finalement de l'impartialité. Une impartialité justement par l'apparence qui a été consacrée par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son arrêt Piersa contre Belgique en 1982. Les juges ont une éthique, les avocats aussi, c'est dans leurs termes de leur serment, une attitude digne, et en l'espèce, le jugement avait fait part des insultes, ou du moins du comportement inadéquat de l'avocate, et ainsi cela avait pu prêter à confusion sur l'impartialité qui est nécessaire à toute juridiction. Et si Monsieur le Président me permet une dernière question, c'est vous faites quoi la différence entre impartialité et indépendance du juge? Alors, l'impartialité s'attache à l'individu lui-même, le juge, vis-à-vis aussi bien de ses préjugés, et puis également, c'est-à-dire une impartialité subjective, c'est-à-dire son ressenti, sa perception des choses. Donc s'il a été amené, c'était l'affaire d'ailleurs Remly contre France, à manifester des propos virulents contre l'individu pour lequel il est amené à juger. Et enfin une impartialité objective, dans laquelle le juge ne doit pas connaître de deux affaires identiques. Ça a d'ailleurs posé de nombreuses interrogations vis-à-vis du juge des enfants, qui connaît aussi bien de l'instruction que du jugement, tout comme le Conseil d'État, qui a des fonctions en termes de consultation et en formation de jugement, bien que le décret du 6 mars 2008 permet de savoir quel Conseil d'État s'est prononcé en matière consultative, ça permet d'assurer l'impartialité. Quant à l'indépendance, il s'agit simplement d'assurer l'effectivité, le bien-être du juge, pour qu'il puisse juger souverainement, mais aussi sereinement, aussi bien à l'égard du pouvoir exécutif que législatif, que des partis. Bon, je pense que l'exercice est terminé après ce vif échange, donc nous allons passer au débriefing. Donc, tu n'as pas fini de souffrir, mon petit Clément. J'ai pas fini de souffrir. Tu n'es pas encore libéré, peut-être le plus dur t'attend. Donc je vais laisser la parole au président et je pense que chacun va donner son avis, ses critiques et ses points positifs sur l'exposé de Clément. Et ensuite nous ferons une pause musicale avant de reprendre pour la dernière partie de l'émission. Donc je laisse la parole à Chico, notre président, qui va lui-même commencer son débriefing. Et ensuite nous passerons la parole à nos co-animateurs qui donneront aussi leur avis. Chico, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors j'ai trouvé que c'était un exposé intéressant, assez riche, sur un sujet peut-être pas forcément facile, pour une raison simple, c'est que, comme on a pu le dire, c'est pas forcément le point le plus développé en droit public, même de façon générale en droit. Donc c'était un exposé très intéressant. Je note quand même une très bonne connaissance de la jurisprudence de la Cour européenne. Ça, j'avoue que ça ne soit pas forcément souvent, enfin en tout cas une connaissance aussi approfondie, très bonne chose. Voilà. Dans l'ensemble, moi je suis assez satisfait. Alors qu'en pensent les autres? Moi j'ai plus d'observations par rapport à la forme que sur le fond. Donc si vous voulez parler du fond avant et après je parle de la forme. Tsubasa peut-être, tu veux apporter ton débriefing, non? Jimbo, comment tu pensais de la prestation de notre ami Clemens? Sur la fond, je me sens maintenant tout à fait incompétent pour dire
de ce qui a été dit, si c'était bien fondé ou non. Donc je vais laisser parler Pelé sur... Je te rejoins, je suis incompétent, notamment parce qu'ici en France, je travaille plutôt les droits pénals que les droits administratifs, mais par rapport au fond. Messieurs, vous avez une bonne oratoire. Notamment, il faut qu'on sache que c'est un concours pour rentrer à l'école d'avocat. Donc, du coup, on doit avoir un oratoire plutôt proche des avocats que des professeurs. C'est pas du tout la même oratoire qu'on parle là. Et vous avez une bonne oratoire. Vous parlez à peu près comme un avocat déjà. Ça, c'est important pour les jurys, je pense, dans ce jugement à l'entrée de l'école. J'ai quelques petites observations, si vous me permettez, bien sûr. En premier lieu, au milieu de l'exposé, parler pardon, oulala. Je pense que c'est le mieux les silences. Oui, je me suis emmêlé sur... Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Hein. Même un grand orateur, à un moment donné, il va se mêler. Mais gardez les silences, pas pardon, pas oulala. Je pense que vous parlez bien avec votre main. Vos mains, elles parlent avec vous, ça c'est important. Il faut surtout pas bouger les mains quand on ne sait pas comment on doit bouger les mains. Et ça, vous faisiez bien, ça c'est un point positif. Alors, vous avez une bonne mémoire. Vous savez les dates par cœur. Ça c'est chiant. Ne parle pas les dates. Ça, on part à l'heure quand vous parlez les dates, même les jours, les mois, l'année. Parle plutôt l'année ou le nom de l'affaire. Parce que quand on tombe sur les chiffres dans une expo orale, on décroche et une fois qu'on est décroché, on ne revient plus. Ça passe dans n'importe quel exposé oral. Après, vous parlez beaucoup d'historique. Ça, c'est hyper bien. Par contre, je pense que vous pouvez mélanger un peu plus. Vous avez fait une introduction beaucoup historique. Vous êtes remonté à Rome. Hein. Et après, vous reviendrez. C'est bien, mais je pense que c'est mieux partager un peu cet historique. Pas trop historique concentré, plutôt un peu historique là, pas... Au milieu de votre exposé, vous sortez les historiques. Pas tout concentré. Et... Après, un conseil que j'ai à donner à nos auditeurs, je pense que ça c'est important, il faut toujours avoir des exemples d'orateurs. Hein. Donc, cherchez sur YouTube, pas la musique de Rihanna, il y a des autres choses sur YouTube aussi, et notamment, il y a des avocats qui parlent, il y a des conférences des avocats. Donc, du coup, je pense que ça c'est bien d'écouter sur YouTube ces gens-là en parlant, et comme ça, prenez en tant qu'exemple pour savoir comment on doit parler pendant un exposé. Mais au niveau forme, je pense que c'est plutôt positif que négatif. Vous parlez très bien. Il y a quelque chose qu'il faut perfectionner, mais c'est parfait. Jimbo, peut-être une remarque à ajouter à ce débriefing de Pelé assez complet. Non, tout pareil. Je dirais juste, Clémence, faites attention dans toutes les dates que vous dites et toute cette culture, à ne pas être parfois plus intelligent que le jury. Ça peut le vexer. Et parfois, je dis, vous êtes parfois trop brillant sur certains points par ta connaissance, encyclopédique de certaines choses. Et c'est peut-être parfois un peu intimidant, peut-être pour certains membres du jury qui connaissent peut-être pas toutes les dates ou certains détails et qui vont chercher à revenir sur ce qu'ils connaissent. Peut-être pour avoir le dessus et avoir enfin une certaine forme d'autorité, parce que à certains moments, enfin même tout le temps, je me suis senti bête vraiment, Clément. Et ça m'apitoie. Je me permets de préciser qu'à la base le thème c'était droit public. Alors j'ai bien compris quand vous avez dit ok, on va lui sortir le droit pénal là, il commence à nous. Et oui, mais voilà. J'ai pas spécialement révisé. Hein. Alors je rebondis juste sur ce que tu as dit aussi par ailleurs, donc nous peut-être parfois faire un peu profil bas devant le jury, encore que c'était très bien d'avoir... voilà. Alors juste après faire attention aussi peut-être à ne pas froisser certaines susceptibilités doctrinales. Par exemple, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu malvenu de parler d'hypocrisie pour critiquer une position doctrinale civiliste, partagée quand même par une majorité de la doctrine. Voilà. Sur le mariage dit pour tous. Je pense qu'il faut faire attention à prendre en compte que la majorité des professeurs de droit y étaient opposés. Pas nécessairement un professeur de droit que je visais, mais plutôt quelqu'un dont les initiales sont EZ. Hein Monsieur Zemmour. D'accord. Ah oui.
D'accord. Pour ma part, je rejoins mes co-animateurs. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Je pense que l'exercice est plutôt réussi. Tsubasa enrichissant. peut-être. J'espère que les. Ah, Oui, Tsubasa, alors, il y peut-être a une quelque remarque chose à que je voudrais faire avant de. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, on ne dit pas Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, on dit Cour européenne des droits de l'homme. Ça. Non, justement. Tout Parler dépend de la si on parle de convention. la cour ou de la convention. Parler de la convention, je pense là. Ouais. Enfin, je sais pas. Alors quel une fois moment j'ai vous entendu, exposez, Ça, j'ai c'est grâce, entendu. justement aux remarques qu'on avait eues. À chaque fois que je dis dans ma tête Cour européenne des droits de l'homme, j'ai une décharge électrique, c'est Cour européenne de sauvegarde. Non, c'est Convention européenne. Ah, ok, bah, c'est Voilà, vrai. Voilà. Cour européenne. C'est cour européenne. Alors, Ah, mais- autant parler de cour de Strasbourg Voilà, ouais. pour aller plus vite. Ah oui, c'est la Puis qui convention. nous rappellera Ah, une très belle ville. Ok, épique. Alors dites plutôt cour de Strasbourg, parce que déjà il n'y aura pas de risque de confusion, et ensuite pour ceux qui sont allés, ça rappellera une très belle ville, avec ses jolis petits canaux, avec Il y a du vin sa blanc là-bas. jolie non cathédrale, Ouais, avec petite- son vin blanc, petite- ses cigognes, avec mange tout bien son, là-bas. son folklore régional et son Vous histoire avez très raison, riche. Et le père Feuilletin. Bon, je pense Ça causera que- un petit peu le lingot français, c'est à Strasbourg, c'est français. Bon, je pense qu'on va passer à la pause musicale. Nous allons un peu permettre à Clemens de se souffler, rafraîchir, de boire un peu et de reprendre voilà. ses esprits avant d'attaquer la dernière partie de l'émission. Donc ne nous quittez pas. Nous allons nous séparer le temps d'une dizaine de minutes, le temps de la pause musicale, avant de reprendre l'antenne. C'est nul, mais le boulot est chiant. Et tu veux quand même devenir avocat? Fais ça bien et écoute Radio Clemens. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Hein? Vous êtes sur Radio Clemens, la radio qui papote ses RFPA. Eh garçon, je savais qu'à la campagne, il y avait de belles femmes et de beaux rideaux. Juriste de mauvais goût, vous êtes aussi chez vous. Voilà, de retour sur Radio Clemens pour la dernière partie. Alors la playlist Sia Chandelier, The Clash, Rock the Kabash et William Scheller, Un homme heureux. Donc après cette pause où notre ami Clemens a pu se rafraîchir, je vais enfin lui laisser la parole pour qu'il puisse nous faire part de son ressenti sur son oral, sur les questions du jury, sur l'assemblée générale. Donc Clemens, à toi, dis-nous ce que tu as ressenti durant cet oral. Je confirme que la cave est très froide. Non, au-delà de ça, en fait, c'était un oral particulier dans le sens où j'ai toujours fait des grands oraux sur un commentaire, c'est-à-dire façon Toulouse et j'ai envie de dire façon classique. Et le fait de passer sur un terme, c'est super angoissant. Parce que, alors, sur la voix de fée, j'étais préparé. Voilà, je l'avais bossé. Vous avez été fair-play, vous m'avez choisi un thème qui était vraiment de droit public. Sachant que je me suis renseigné sur les sujets qui sont au sein de mon IEJ. J'ai vu des trucs, des énormités. Je vois pas enfin, alors il y avait des sujets comme le suicide. Bon d'accord, je peux tenir un quart d'heure sur le suicide. La fraternité a un droit fondamental. Ok, je vois qu'est-ce que je peux faire. C'est pas directement dans mes supports de liberté publique, mais je vois ce que je peux faire. Les aliments, le blanchiment, j'ai vu. Là, vraiment, tenir un quart d'heure juste là-dessus, sans texte, c'est une roulette russe. Donc là, c'était assez à l'aise. Voilà, c'est-à-dire, dès lors qu'on maîtrise le sujet, c'est très agréable, parce qu'on n'a pas à se restreindre sur un texte. Ça a néanmoins un défaut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de rappel sur le texte, on ne peut pas citer, donc gagner du temps. Donc ça demande vraiment d'avoir de bonnes connaissances. Mais au-delà de ça, c'est super agréable de pouvoir gérer sans se dire est-ce que c'est vraiment un commentaire que je fais? Non, c'est pas ce qu'on me demande, ça on me demande une dissertation, et là-dessus je trouve ça plus à l'aise. Et après, comment je l'ai vécu, voilà, j'ai déjà fait 4 grands oraux, et c'est vrai qu'à la différence de Jimbo et de Tsubasa, même si j'ai pas été admissible cette année, c'est un truc que j'ai préparé, même si j'ai bossé pendant une semaine ce droit public, c'était quelque chose que j'avais déjà vu. Et donc voilà, c'est normal qu'on a un petit peu élargi le thème, mais j'étais déjà plus préparé, donc voilà, c'est pas un exercice que je découvrais, si ce n'est sur la question du seul terme, et quand même vachement angoissant. Alors je me permets, mon cher Clemens, de te préciser une remarque de un de nos auditeurs. Je pense que je n'ai jamais vu un grand taux comme ça, surtout sur un sujet très dur. Sur le fond, c'est vraiment complet, et la forme, largement. Donc voilà, un auditeur. C'est un plébiscite. Un plébiscite, très bien. J'ai même un deuxième avis d'une deuxième internaute. Je suis impressionné perso, et effectivement, je me sens toute petite à côté. Quelle mémoire. Alors, justement, je me suis posé la question comment réviser le grand oral? J'en avais parlé à une amie à l'IEJ de Pau. Alors chacun a sa méthode, mais c'est vrai que comme le programme est ultra infini, enfin vraiment c'est
pour que dans le grand oral, on puisse me sortir des trucs comme le blanchiment. Moi, j'ai une technique que je fais depuis la première année, et je vois que, au vu des critiques, j'en ai peut-être un peu trop abusé. Je pense que c'est toujours une bonne chose, mais j'avais peut-être un petit peu trop forcé. C'est en dehors de mes fiches, je fais des listes entières de jurisprudence jour, mois, année. Parce que j'ai ce réflexe. J'ai fait un master à Strasbourg et qui était très orienté sur le droit européen. Et les mecs, en droit européen, il n'y a pas de code. Et si tu citais pas le jour, le mois, l'année, le nom de la jurisprudence, ton raisonnement, tu pouvais le foutre en l'air. Et comme c'était un raisonnement schématique, suffisait que tu donnais pas l'arrêt à tel moment, la suite du raisonnement, tu te la mets où je pense, et bam, tu te chopes une bulle. Et depuis, je prends le réflexe d'apprendre, donc c'est super chronophage, et c'est super dur, ça fait très très mal à la tête de retenir autant, mais ça permet d'avoir un peu plus de gueule, parce que déjà ça permet d'être sûr de ce qu'on dit, c'est-à-dire ça évite d'avoir un avis qui commence par « il me semble que », c'est « non, la juridiction elle a dit ça, donc tu peux y aller ». Et ça permet aussi dans les réponses de faire éventuellement des analogies. Il suffit qu'on ne connaisse pas forcément directement la réponse sur ce domaine. On sait que telle juridiction a considéré que ça. Donc ça aide pas mal. Donc, alors j'ai une question d'une auditrice qui demande des listes au hasard où tu détermines un sujet pour la semaine par exemple, ou sur des sujets d'actu. Voilà, en fait c'est pas une liste de sujets, c'est une liste. Je prends mes fiches et comme j'ai mis en valeur en stylo rouge les dates de jurisprudence, je reprends ça. Je fais une liste entière, tribunal des conflits 17 juin 2013, bam, a dit ça, tac, 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 et ça fait, sur une session entière d'examen, ça va jusqu'à 500, je sais même plus combien d'arrêts, à retenir par cœur. Et en droit européen, enfin, c'est pas tant que je retiens l'arrêt, mais c'est ce que je retiens la référence. Que ce soit l'article ou, j'appelle, voilà, la référence juridique, que ce soit un article ou un arrêt. Et c'est ça que j'apprends par cœur, au-delà. Oui, tu apprends le fond qui correspond à la date. Évidemment. En fait, ça permet de donner un squelette à ton truc. Tu sais qu'il y a eu cette date parce que c'était important. Et tu vas mieux le retenir parce que tu as retenu cette date. Alors après, voilà, faut pas en abuser. Peut-être que c'est ce que j'ai fait ce soir. Quand on maîtrise ça, c'est très réconfortant, c'est très rassurant. Je dis, ok, je me trompe pas, je peux y aller. Et après, il faut que je fasse gaffe que ce soit pas arrogant. D'ailleurs, je voyais pas de quelle actualité mettre en avant sur la voie de fait. Et l'arrêt Bergoen, comme tu l'as dit. Mais ouais, mais j'aime pas partir tout de suite. Pour moi, c'est du fond, ça. C'est tout de suite. J'aime bien commencer par un sujet d'actualité. Par exemple, tu vois, je tomberai sur la liberté de réunion. Je te parlerai de Rémi Fraisse. Sur les cortèges et sur les attroupements. Sur le droit des étrangers, je te parlerai tout de suite du bébé Rome pour ensuite parler sur la circulaire Guéant. Enfin, un truc d'actualité. Et si t'as pas de truc d'actualité dans ma tête, c'est part sur un truc historique. Et comme dans ma tête, la voie de fait s'est associée aux circonstances exceptionnelles, et que, bon, là aussi, les circonstances exceptionnelles, la dernière c'était en 60-62, je sais plus, c'est pas très actuel, donc... 62, ouais. Ouais, voilà, c'est pour... ouais, de 62, ça a duré combien de temps après le putsch des généraux en Algérie, enfin... Bon, et donc, je me dis, par là-bas, et aussi c'était une technique pour avoir éventuellement un sujet de tiroir, je me dis, c'est bien, tu vas parler de plein de trucs, et peut-être qu'ils vont te poser une question historique, et là-dessus, voilà, c'est pas une question de droit, donc je suis plus à l'aise en histoire qu'en droit, et donc ça m'aurait permis éventuellement de gagner du temps ou de moins m'exposer sur quelque chose où j'aurais pu abriter une faiblesse. D'ailleurs, ça me fait penser sur la question que je t'ai posée sur l'article 16, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il existe une exception, c'est quand la présidence est assurée par intérim. Ah ouais. L'intérim de la présidence ne peut pas utiliser l'article 16. Voilà, c'était vraiment. Je me suis posé la question sur le moment. Du petit point de détail parce que je l'ai révisé aujourd'hui. Ah, ça t'a marqué le coup d'année. Ça t'a marqué à la fois. J'ai entendu article 16, j'ai fait tiens, je vais essayer de le piéger. Et donc voilà, c'était pour dire. Ça t'a marqué. Est-ce que la perspective de, j'ai essayé de conduire un raisonnement. Est-ce que c'était perceptible ou pas, ou est-ce que ça ressemblait trop à un exposé? Oui, bah après on a entendu la problématique, le plan qui y répondait, voilà. Parce que c'est vrai que sur la voie de fait, dans mon cours, ça fait la taille de, je sais pas, ça fait 10 lignes. Ah mais c'est rien, dans le précis d'Alloz, c'est 2 pages, hein, même pas, hein, donc voilà, il n'y a pas grand chose. Moi, les développements que j'avais trouvés en matière de voie de fait, c'était dans le GAJA, le Grands Arrêts de Jurisprudence Administrative, il y avait le commentaire de l'arrêt rendu par le tribunal conflit en 1935, Action française. Mais c'est pas pareil ça. Ouais, mais 6 pages de développement dessus. Ouais, mais attends, l'arrêt Rosé de 33, oui. 9 mai 33, c'est quand le tribunal des conflits peut être saisi du fond directement. Oui.
Et là, je voyais pas, c'est pareil, j'ai pas parlé de la procédure en revendication pour contester la légitimité du Conseil d'État, un truc qui a jamais été appliqué. Bien que j'ai parlé un tout petit peu de la présidence, je suis un petit peu emmêlé entre le lag, est-ce que je devais dire Madame Taubira ou pas, mais là aussi c'était un sujet de tiroir, je me suis dit, putain, allez, ils vont peut-être me poser une question, la légitimité, tout ça, blabli, l'impartialité, est-ce qu'ils vont revenir dessus, bon. Mais et ouais, non, je ne vais pas parler de l'arrêt Rosé parce que c'est un autre aspect du tribunal des conflits. Et je pouvais aborder la question du tribunal des conflits que de manière presque décorative, quoi. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est le dialogue des juges. Alors peut-être que dedans, ils ont pu se comprendre tout ça. Mais pour moi, la voie de fait, c'est ça. Ça concernait le juge administratif avant tout. Enfin, est-ce qu'il était à même de garantir un truc aussi important que la propriété privée? Lui, qu'on considère avili par l'État. Je suis très pro Conseil d'État et très pro Sénat, je peux plaider. Je reviens vers mes co-animateurs habituels. Tsubasa, Jimbo, pouvez-vous nous dire où vous en êtes un peu de vos révisions, si vous avez changé de matière, comment votre ressenti sur les examens blancs? Je sais qu'on en a parlé lors de la dernière émission, mais peut-être revenir dessus pour les nouveaux auditeurs. Je pense Jimbo, notamment toi aussi qui fais la prépa pour le NM, qu'est-ce que ça t'apporte pour la prépa du CRFPA? Ben là pour le moment je suis un peu sorti du programme du CRFPA puisque je fais du constit là depuis quelques jours, donc ça faisait longtemps, hein, c'est pas perdu, hein, ça permet de se replonger dans la constitution, hein, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Et bon, ben, pas grand chose à dire, hein, sur le CRFPA on attend les résultats, il n'y a pas encore eu les corrigés. On vous a dit que c'était prévu pour mars. La correction de la note de synthèse que vous avez faite en janvier? Non mais putain, c'est une sorte de délégation de service public, alors il y a la lenteur. Alors tout dépend combien il y a de candidats, combien est-ce qu'il y a de candidats. C'est très long à corriger. Attends, en mars ils vont jamais se souvenir de ce qui s'est passé en janvier. À Pau, alors encore une fois, c'est pas pour. On est moins nombreux, c'est vrai. Mais il y a une note de synthèse le 9 janvier. Non seulement je suis pas là parce que je suis en Bavière, et en plus déjà les mecs ils me l'envoient par la poste. Là, je me suis dit, allez, est-ce que ça posait un problème, la charte obligatoire, tout ça? Non, ils me l'envoient par la poste. Mais la correction a lieu le 14. Donc, Attends, je dis pas, les profs font peut-être la correction dans leur cours. Tu vois, pour certains, d'ailleurs je pense que certains ils ont toujours pas commencé. Alors, non seulement ils font la correction dans le cours, mais ils m'ont dit, ouais, il faudrait que vous la rendiez avant, parce que nous on corrige et ensuite on donne le cours. Donc les mecs... alors je sais bien, peut-être que proportionnellement il y a autant de proportionnellement on s'y retrouve, mais à Pau on est moins nombreux, mais je trouve qu'il y a quand même une considération de l'étudiant, peut-être une philosophie qui est quand même beaucoup plus responsable. C'est-à-dire vis-à-vis de l'étudiant, on dit tu peux pas être là, alors fais la démarche quand même de faire l'exercice et à ce qu'on te l'envoie par la poste. Et à côté de nous, écoute, on va t'aider du mieux qu'on peut, il n'y a pas beaucoup de moyens à Pau. Le fait que je voulais vraiment passer un grand oral comme sur Pau, c'est-à-dire avec juste un mot, c'est parce que là-bas, il y a... Alors, je crois qu'il y a 1 ou 2 entraînements, mais c'est un entraînement, ils réunissent tout le monde en amphi, ils donnent le terme comme ça, et les mecs travaillent, et c'est à qui veut lever la main pour passer. C'est pas un grand oral comme on peut avoir à Toulouse. Un grand oral, c'est quand même classe. Est-ce qu'on peut avoir un délai raisonnable pour ça? 2. Pour les corrections, parce que finalement, je pense que ça, il y a une angoisse à l'étudiant, non? D'attendre la réponse. Non, on connaît la fin déjà. Non, mais non, le problème, c'est pas seulement une question d'angoisse. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand tu fais un examen et qu'on te le corrige 3 mois plus tard, mais t'es déjà passé à autre chose. On peut pas comparer un IEJ avec une prépa privée, mais une prépa privée, t'as copié les corrigés sous 3 jours. Et ça, c'est efficace. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire les prépas privées? Alors, ouais, on en avait parlé lors de la première émission. Pour moi, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont du génie. Et il y en a qui ont besoin d'aide. D'aide, au moins pour en fait, l'accessibilité. Ça va pas être forcément plus simple avec une prépa. Parce qu'il faut être très sérieux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de connaissances et qu'est-ce que tu fais avec? Mais tu vas gagner du temps dans l'actualisation des connaissances. Ça y est déjà. Typiquement, pour les grands oraux, le premier truc sur lequel j'ai bossé, c'était sur, je peux donner le nom, un livre du professeur Bioy, qui faisait le machin, il faisait 400 pages, il est derrière, là, je sais pas, c'est un gros patasse. Et voilà, j'avais commencé à le ficher de janvier à avril, et parce que je passais l'an passé mon premier grand oral en mai. Et je me dis, ouais, j'ai bossé ça. Et puis je me suis inscrit à une prépa privée, il y avait des soldes, donc c'était intéressant. Et j'ai regardé comment est-ce qu'ils faisaient les fiches de grand oral, j'ai vu que c'était beaucoup plus court, beaucoup plus concis,
est beaucoup plus direct. Voilà, c'était vraiment, on rentrait dans le vif du sujet directement et c'était finalement ce que j'attendais des fiches. Donc en un mois, j'ai tout refait. Et ça m'a permis, voilà, RF était là, je m'en étais pas trop mal de... En plus, c'était sur le droit du travail. C'est vrai, j'avais trouvé que t'avais fait un bon travail. D'ailleurs, le jury t'avait félicité pour... Bon, il y avait qu'un seul prof. Non, mais c'est vrai qu'il était de qualité. Mais donc tu recommandes ce bouquin, on peut dire pour le certain. Alors, le bouquin... Des bouquins recommandés pour nos auditeurs. Alors, c'est-à-dire, en fait, du coup, je l'ai toujours pas, en fait, travaillé sur les fiches que j'ai faites. J'ai passé un temps fou, j'ai toujours pas travaillé là-dessus. Il y a des prépas privés que je peux recommander. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire de la pub, à la rigueur on me contactera individuellement. Certaines prépas ont néanmoins l'avantage d'avoir des établissements un peu partout en France, pas qu'à Paris. Donc ça c'est à regarder. Après il y a des différences, parce qu'il y a des cours vidéo. Là je fais une autre prépa, en fait du coup j'en ai fait 2 différentes. Et celle-là elle propose des web classes par Skype, tandis que l'autre le faisait pas. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un rythme, il y a un accès au savoir, on sait que c'est concis, on sait que c'est actualisé, c'est plus efficace que de chercher dans un gros bouquin. Et il y a un planning d'examen, moi toutes les semaines, je fais une épreuve du CRFPA. Voilà, c'est pas dans les vraies conditions, c'est pas dans un amphithéâtre, des fois je déborde un petit peu sur le temps parce que je fais autre chose à côté, mais néanmoins, voilà, mon but c'était pas de perdre les acquis que j'avais mis branle-bas de combat au début de cet automne pour passer l'examen, ça m'aide bien. Mais après, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de prépa, et je dirais même qu'on peut très bien avoir la connaissance des prépas sans forcément y être inscrit. C'est très facile, il suffit d'avoir un copain très sympa, il y a moyen, voilà, on peut compter sur une certaine entraide. Et voilà, c'est-à-dire, je sais pas, non mais clairement, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Clemens, l'entraide. Voilà, non mais au-delà de ça, on peut s'entraider et donc du coup mettre en commun les connaissances qu'on a. Je dis pas de pirater, mais voilà, c'est-à-dire tu vas parler avec quelqu'un, ah ouais, moi sur ma prépa j'ai vu ça, et pendant que l'autre il a cherché sur notre bouquin, ça fait un croisement de connaissances et c'est ça qui est intéressant. Et Clément, j'ai une question, parce que parfois je me mets dans les peaux de quelques auditeurs, les personnes qui nous écoutent là. Si moi je me dis à ces moments après ton exposé qu'elle était hyper bien, qu'elle a montré beaucoup de connaissances, si moi après écouter toi, je me dis je suis incapable de réussir les CRPA, c'est pas pour moi, j'ai pas de connaissances. Qu'est-ce que tu peux dire pour ces gens-là qui pensent ça? Est-ce que c'est vraiment les CRPA un lieu proche du paradis, qu'il faut avoir une clé pour rentrer, ou tout le monde peut avoir? Alors déjà, je rappelle que je l'ai pas eu. J'ai même pas été admissible. Hein. Et quand même, ça donne plus de désespoir à notre auditeur. Parce que parce que si Clément n'a pas eu, moi, parce qu'il y a quand même une très grosse différence. Je suis passé sur un sujet où je pouvais balancer à fond des connaissances historiques et il se trouve que ça m'intéresse l'histoire constitutionnelle, constitutionnelle de la romantique, c'est un anachronisme, mais là-dessus ça m'intéresse, donc j'étais avantagé. Faites-moi passer sur un truc de scientifique, de bioéthique, je vais vraiment faire moi le malin. Mais d'abord, il y a les phases d'écrit, donc ça a relativisé l'importance du grand oral. Oui, c'est super important, mais après, il y a une technique que je n'avais pas faite l'an passé, mais cette année que je fais. On peut choisir un choix de matière, j'aurais pu formuler une meilleure phrase, qui va dans le sens du grand oral. Par exemple, grâce à Tsubatsa, j'ai une dispense en procédure civile d'exécution, je ne vais pas l'utiliser. Je vais faire procédure communautaire, c'est-à-dire la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne. Je ne me suis pas trompé, Cour européenne des droits de l'homme. Parce que c'est à la fois la moitié de ce que je révise pour ma matière écrite de droit européen et l'autre moitié, c'est-à-dire sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur le grand oral. Donc ça, c'est une matière rentable. Pareil, cette année, au lieu de prendre DIP, droit international privé, je prends droit administratif. Et clairement, c'est... Passer le grand oral en maîtrisant ce qu'il faut pour la matière administrative, c'est un super atout. Voilà, donc faut pas hésiter à accumuler. Et du coup, la seule formation que j'ai pas, et il va falloir quand même que je la bosse à côté, c'est en droit pénal. Parce que je fais procédure civile, je fais droit européen à l'écrit. Voilà, donc ça pêche un peu, mais essayez de réfléchir à un choix de matière qui est stratégique. Et là-dessus, je trouve que procédure communautaire et procédure européenne, ça va directement dans cet objectif de... En fait,
voilà, techniquement, j'apprends pas forcément plus que ce que je devais apprendre entre le grand oral et mon écrit européen. Donc, il y a... Si j'ai bien compris, tu penses que tout le monde peut arriver, quoi. Ah non, mais en fait, c'est une question. C'est une question. Voilà, moi, comme je dis, j'étais vraiment stressé. C'est au début, là, je faisais pas le malin, quoi, derrière mon pupitre. C'est un exercice qui est physiquement, il faut le tenir. Moi, quand j'ai. C'est qu'à ton crédit, les auditeurs ne voient pas, mais c'est vrai qu'avoir Chico en président de jury, bon, personne ne voit son apparence physique, mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. C'est vrai qu'il a une certaine prestance qui, quelque part, lui fait un peu... Je plaisante. D'ailleurs, je tiens encore à remercier Chico et Pelé de nous avoir rejoints pour cette émission. Je pense que ça a énormément apporté aujourd'hui, que vraiment les auditeurs sont très heureux de vous avoir. Vous êtes les bienvenus pour la... Et j'espère que... Voilà, que la prochaine fois, Chico fera le plaisir de nous rejoindre. Je sais que Pelé va devoir reprendre l'avion d'ici peu pour retrouver les plages, les corps bodybuildés et les ballons de football. Pour laisser le droit de côté. Allez, balance notre cliché et la délinquance. Il est pénaliste d'ailleurs. Des avocats, hein. Bon, j'aurais pas osé parler des travestis, c'est autre chose. Ah, j'ai pas parlé. Ah, je n'ai pas parlé des femmes, les gars. Ça pourrait être un prochain sujet. Pas d'amalgame, les travestis, la délinquance, c'est deux choses différentes. Alors tout ça pour cette petite allusion pour dire que voilà, vraiment on est ravis que Chico et ça, il faut prendre le temps de Pelé ont pris le temps pour nous en rejoindre. Ça, je pense que vraiment il faut remercier aussi le public. Ça a élevé la qualité du débat. Le public remercier également le public qui a été présent, les auditeurs. Vous savez que vous pouvez toujours d'ailleurs envoyer. Oui, bien sûr. N'hésitez pas, on a des grosses têtes là, poser des questions. Vos impressions par mail et voilà, qu'on espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour la prochaine émission. Voilà, si quelqu'un veut reprendre peut-être la parole sous ça ou en étude tes révisions, qu'est-ce que peut-être quelque chose à nous dire sur les révisions, les matières, sur l'UEG en général peut-être. En ce moment, je travaille la procédure civile et intéressant. Et ce qu'on essaie ce que l'enseignant essaie de nous faire apprendre, c'est plutôt apprendre le cours, le fond, c'est très bien, mais il faut surtout se poser les bonnes questions et acquérir les réflexes le plus rapidement possible. Ouais, justement, d'ailleurs, on s'était posé la question avec une amie à l'UEJ, comment apprendre. Et par exemple, cette semaine, il y a eu un exemple. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question de la déchéance, nationalité. Et il se trouve que le matin même, avant qu'il rende sa décision, j'avais fait une fiche là-dessus. Et c'est super intéressant de voir, tu fais ta fiche et tout de suite tu es confronté à une actualité. Donc du coup tu retiens et tu apprends que finalement le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé sur la question de la déchéance et que la déchéance de nationalité, il y a beaucoup de conditions. Tu peux pas, les Français de sang, ils peuvent pas être déchus en nationalité. Il y a la question des apatrides, c'est enfermé dans un certain délai, c'est-à-dire il faut que les faits se soient passés 10 ans après l'acquisition de la nationalité et que tu aies eu la condamnation dans un délai de 10 ans après les faits. Donc bon... voilà, tu te mets en perspective et du coup c'est plus facile à retenir. Et en plus ça développe ta réflexion parce que quand tu passeras au grand oral, tu seras en moyenne, tu auras déjà un avis là-dessus. Donc pour moi, pour réviser cette matière qui est très longue et angoissante parce que encore une fois, je suis tombé sur un sujet que je connaissais, j'aurais pu tomber sur un truc, sur un seul terme que je connaissais pas du tout. Et au-delà de ça, s'il y avait en fait une fiche à faire le plus vite possible, c'est celle du grand oral, liberté publique, parce qu'on y est confronté plus ou moins tous les jours. Moi je suis abonné à plein de trucs sur les réseaux sociaux, si je dois pas dire de nom, Actu Droit, tout ça. Et dès qu'il y a une actualité, je la note dans une espèce de petit calepin. Voilà, typiquement l'actualité c'était la naturalisation de Lassana Bathily. Oui. Et clairement, ok, naturalisation, ok, je fais le point avec une fiche que j'ai fait il y a pas longtemps. Du coup, ça m'aidait à le retenir. Et je sais qu'au mois d'octobre, quand je pourrais faire une intro en parlant de ce héros. Donc à la fois j'apprends. Et ça m'aide à retenir sur les trucs qui sont ultra vastes et pas forcément naturellement. C'est pas le sujet qui va me fasciner le coup de la nationalité, mais en fait on trouve un intérêt par l'actualité. Donc ne perdez pas de temps à faire des fiches. Et s'il y avait des fiches à commencer en premier, c'est ce truc-là parce que c'est infini. Et, voilà. Et ne faites pas un truc que j'avais essayé d'éviter de faire, mais c'est inévitable pratiquement. C'est de faire des fiches tout en révisant. Le cumul, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est mois de juin, je suis pas censé toucher un stylo, je sais que je vais toucher un stylo parce qu'il y a toujours une actualité, toujours un machin, mais si je fais mes fiches et si je révise en même temps, c'est juste mort. Bon, voilà, faut se sensibiliser sur la question de faire des fiches. Des fois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de faire des fiches, simplement de lire, ça suffisait.
balèze, badass, je like a boss, je peux rien dire dessus. Non, mais il y en a qui arrivent très bien, hein. C'est impressionnant. Mais pour ceux qui ont besoin de faire des fiches, n'attendez pas le dernier moment, et s'il y avait une matière à commencer en premier, ça serait pour moi celle qui est au quotidien, celle qu'on rencontre au quotidien, la liberté publique. D'ailleurs, je tiens à signaler une importante décision rendue par la Cour de cassation Ouais. aujourd'hui. C'est prononcé sur la validité du mariage franco-marocain. Faudrait un jingle nouvelle comme ça. Tan, 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 tan. La news du jour, tout bas de ça. La Donc, news quels de sont les ça. faits Non, mais D'ailleurs, pour un t'as fait ta fiche d'arrêt? Alors, quels sont les faits D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimerais avoir l'avis de Chico, là, vu que c'est un spécialiste en droit de la famille. Alors moi, aujourd'hui, j'avais mes travaux dirigés toute la journée. J'ai découvert des nouveaux groupes d'élèves très, très gentils, très sympathiques. Donc, je n'ai pas pu regarder aujourd'hui l'actualité juridique. Alors, si tu peux nous résumer les faits. excuses là, mais ça là. T'as pas bien bossé, mon petit Chico. C'est ça, à force d'écouter le ton de John. Il était censé passer en droit public. Alors déjà qu'on a dérivé sur du droit pénal, si vous le faites chier sur le droit de la Mais famille. cela dit, si tu peux me donner les faits, surtout qu'il y a le côté DIP qui me plaît beaucoup. Il me semble que c'était un couple franco-marocain, ils voulaient se marier en France, ça. Et il y avait la Couple homosexuel. Oui, ça. Et il y a la convention franco-marocaine interdisait le mariage même sexe, et puis finalement la Cour de cassation a fait l'impasse sur la convention et a préféré faire prééminer la liberté fondamentale qu'est la liberté de mariage. Et alors, elle a validé le Oui, mariage. elle a validé le mariage. Donc attends, c'est intéressant. Elle a reconnu que c'était une liberté fondamentale dans son arrêt. Non, mais il me semble que ça va dans ce sens. Enfin, j'ai pas lu l'attendu. Parce que ça, c'est super intéressant. C'est on pourra pas faire comme Monsieur Sarkozy a été conduit à dire devant Sens Commun, abroger la loi. Non. Alors. Peut-être sur l'aspect adoption, mais sur le mariage, si on le reconnaît que c'est une liberté fondamentale. Oui. Pour les couples de même sexe, voilà. Ça sera une jurisprudence très cliquée. Alors peut-être que c'est contestable, hein, je sais pas. Mais... Oui, parce que je pense que l'argument suivant est très simple. Je pense que le droit au mariage concerne les personnes de façon individuelle. Donc on a un droit à se marier de façon individuelle. Après, de savoir est-ce qu'on a un droit de se marier avec telle ou telle personne, finalement, je sais pas si c'est vraiment la question. Parce que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de déterminisme quant au choix du conjoint qu'on va avoir. On pourrait très bien être marié d'abord avec une femme, puis avec un homme, puis à nouveau avec une femme, etc. Il suffit, le Conseil constitutionnel a déjà dit que c'était pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'altérité sexuelle. Peut-être qu'il pourrait aller plus loin, dire que l'absence d'altérité est un principe, je sais pas, valeur constitutionnelle, j'en sais rien sur comment est-ce qu'il peut l'interpréter. Et là, par contre, ça empêchera de revenir. C'est, j'ai pas forcément d'a priori, je dis pas je suis pour ou contre cette loi. La dernière fois, on avait pas mal parlé de PMA, de GPA. J'avais fait part de mes réticences après avoir lu un bouquin. J'essaye toujours de trouver un autre bouquin pour essayer éventuellement d'avoir l'autre tendance. Ouais, ça c'était intéressant, on peut dire. Mais moi j'ai une question là, c'est intéressant parce que par exemple au Brésil, le mariage homosexuel il est interdit. Donc du coup on a une espèce de pax entre les homosexuels, mais il n'y a pas de mariage. Et alors, si pendant mon exposé oral auprès de les CRPA, les jurys me demandent une question qui est un peu polémique. Par exemple, messieurs, vous êtes pour ou contre les mariages entre les homosexuels? Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois donner mon opinion? Est-ce que je dois essayer d'être un peu des deux côtés? Comment je peux le faire? Comment je dois répondre à ces questions-là? Moi, je pense que d'abord, il faut prendre acte du fait qu'il y a un droit positif qui existe dans la loi. Donc il faut exposer les droits positifs. Voilà, donc on explique le droit positif tel qu'il existe sans parti pris. Après, je pense que c'est important peut-être d'avoir un point de vue, en même temps de se nourrir de toutes les contributions doctrinales extrêmement précieuses qui ont été faites. Je pense aux articles de M. Fulchiron, de Mme Nering, de Mme Mirkovitch, de tous ces gens qui ont beaucoup... Voilà, Mirkovitch. Voilà, qui a écrit... alors, le très bon livre d'Od Mirkovitch à lire absolument,
PMA GPA, la C'est controverse bien ce bouquin. juridique. Voilà. C'est toi, tu viens de battre ça. Voilà, que j'ai lu il y a peu. Parce que Jimbo Qui est excellent. Voilà, alors moi je pense que voilà, il faut dire peut-être sans parti pris, dire voilà quels vont être les enjeux. À la limite, ne pas dire moi je pense que c'est bien ou pas bien, ça c'est un jugement de valeur ça rentre peut-être dans le domaine du droit, en tout cas pour le législateur, mais en tout cas nous si on veut faire un commentaire du droit positif, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. On ne nous demande pas quelles sont nos opinions personnelles, on va se demander plutôt quelles vont être les conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la filiation? Naturellement oui, il y a des conséquences inéluctables. Est-ce qu'il y a des conséquences dans le domaine du droit médical, du droit international privé, du droit de façon sur générale? La notion même de parent. Moi, Voilà. c'est ça qui m'interpelle le plus. Voilà la notion de parent, la notion de filiation, de dire peut-être on va se détacher d'une filiation qui jusqu'à présent était Donc, biologique. du coup, qu'est-ce que tu proposes, Chico? J'ai bien compris, c'est plutôt une lecture scientifique, objective des droits, au lieu d'avoir une lecture passionnée. Je pense qu'il faut, je pense qu'il faut éviter les arguments passionnés. Notamment, alors pas plus tard qu'hier, je lisais un article. Alors si je me trompe pas, il a été écrit par, je sais plus si c'est Jean-Claude Magendie ou Jean-Marie Poulon, qui au sujet d'un projet de décret de suppression de l'effet suspensif des voies de recours, justement, il pointait du doigt un petit peu cette passion qu'il y avait chez certains auteurs qui manquait un petit peu de retenue. Je pense que justement le rôle du juriste, c'est de savoir opérer le départ entre d'un côté les arguments personnels, les convictions que l'on peut avoir qui sont tout à fait respectables, quelles qu'elles soient la plupart du temps, et de l'autre côté vraiment les enjeux techniques, les enjeux juridiques, les enjeux sociaux, etc. qui peuvent se poser. À un moment donné, il faut exposer tout ça avec beaucoup de recul et ne pas tomber dans le piège de la polémique d'où ne jaillit pas la vérité habituellement. Ouais, en fait, je pourrais même citer une métaphore d'un prof de prépa qui avait, voilà, grande orale, l'entretien des questions, c'est un jeu d'escrime, c'est-à-dire que tu te défends en tant qu'attaque. Et tu te défends en donnant le point de vue de la cour, des considérations objectives, mais t'essayes en même temps de tendre, c'est-à-dire que tu vas pas forcément dire je pense, c'est-à-dire dire même le mot je. En fait, alors des fois il faut le dire, des fois il faut pas le dire, ça dépend des attentes du jury. Mais en tout cas, il faut quand même que tu files ton avis à la fin. Mais tout en te protégeant, en disant ok c'est bien défendu. Clairement, Odd Mirkovitch, dans son livre, elle donne pas spécialement je, elle dit jamais je d'ailleurs, mais clairement à la fin tu arrives à être convaincu de sa démonstration ok il y avait des choses que tu n'avais pas vues, tout ça, parce qu'elle a démontré juridiquement, et c'est dans sa démonstration on va globalement dans une direction, bim, voilà, ça suffit. Et du coup tu es convaincu. Elle est directe. À la rigueur c'est même plus efficace. Oui, elle est directe, mais elle dit pas je, tu vois, elle ne s'expose pas comme ça, et du coup en fait je pense que c'est un repoussoir. À partir du moment où tu dis je, c'est comme si tu invoquais un mot comme... tu peux plus dire le mot normal. Dès que tu dis normal, qu'est-ce que... Il n'y a rien qui est normal. Tu dis je, monsieur dit, monsieur... Voilà. Et ben voilà, tu joues avec ces codes-là. Et du coup, c'est-à-dire, si tu peux pas affirmer clairement ton avis, dans la direction générale que prend ton argumentaire, je trouve que c'est encore plus offensif finalement pour ton avis. Alors je pense justement que peut-être la grande qualité, le grand atout de tout ce qu'a écrit Odd Mirkovitch, que ce soit ses livres... C'est vraiment sa promo, la deuxième émission. Alors moi j'ai beaucoup d'estime pour elle, donc je pense que ce soit ses livres, ses articles qui sont... La liste, je ne les connais pas. Tu l'as lu là, l'avance sur le mariage? Je l'ai pas lu. Alors celui-là je l'avais pas lu, j'avoue, j'ai lu celui sur la PMA, la GPA, j'ai lu pas mal d'articles d'elle aussi, j'ai un petit peu regardé les conférences qu'elle a faites. Je pense que la grande qualité de ses interventions, c'est que déjà c'est quand même dépassionné, elle ne rentre pas dans des arguments qui ne sont pas juridiques, elle ne rentre pas dans des jugements de valeur qui n'ont pas leur place, et elle a surtout cette qualité que devrait avoir tout juriste, d'avoir vraiment une analyse scientifique. Voilà. Ne pas dire est-ce que je pense que c'est bien ou pas, mais dire voilà, les choses sont ainsi. Maintenant, c'est le rôle du législateur et des personnes, des juges peut-être aussi, d'avoir un avis là-dessus, en sachant que ça va être comme ça. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est bien ainsi, ou est-ce que ça ne l'est pas? Clairement, des bouquins comme ça, pour 8 €, moi j'en redemande. Je donne le prix parce que souvent
des livres intéressants pour préparer des matières, ça coûte une fortune. Là, celui-là, il est tout petit, ça se lit en une après-midi, ça se fiche, mais voilà, c'est royal, on se perd pas dans les raisonnements. Même, voilà, elle a vraiment une démarche très étudiant en droit, les professeurs. Et voilà, on s'y retrouve, ça se lit très bien. Mais bon, peut-être pas parler que de la PMA, parce qu'on avait déjà fait une émission là-dessus. Mais voilà, ouais, c'est sur la question de la préparation du grand oral, ça aide. Parmi d'autres ouvrages intéressants, voilà, par exemple, là, je suis pour 2 € à la Fnac, je n'arrête pas de faire de la pub, mais il y avait Traité sur de la tolérance de Voltaire, et voilà, je l'ai pris en bonus, et je suis en train de surligner certains passages. On va dire, si je pouvais le ressortir, ça, parce que sur la tolérance, c'est sûr. Voilà, à partir de ce que j'appelle, un peu de manière peu humble, du clinquant. C'est-à-dire, tu donnes ça, toi, ça fait beau. C'est un petit peu comme mon introduction. Ça tombe bien comme phrase d'attaque, non? Tu sors un petit Voltaire, traité sur la tolérance, ça... Ou pour conclure une de tes réponses, tu vois, à l'oral, tu dis, et à ce propos, Voltaire n'avait-il pas... Ça donne tout de suite plus d'aplomb. Voilà. Mais, voilà, mais... Bon, voilà, je pense que c'est encore une nouvelle fois un débat très constructif. J'espère qu'avec ces discussions, ça vous a apporté certains éléments pour vous aider dans les révisions, pour le choix des bouquins, le choix des matières, façon de réviser. Voilà, je retenais vraiment à remercier encore nos amis Chico et Pelé. Vraiment, je pense que ça a été avec grand plaisir. Le public que je remercie évidemment en dernier, mais Chico et Pelé tout d'abord, merci de votre intervention, ça a été très bénéfique, je pense pour Clemens aussi qui a été ravi d'avoir un jury de cette qualité, d'autres utilisateurs aussi qui ont pu avoir accès aussi à vos conseils avisés. J'en profite, on a pris une décision justement avant de conclure. Comme on fait 4 passages du coup par 2 mois et qu'on est 3 au sein de l'équipe, Tsubasa, Jimbo et moi à passer, on se dit du coup il y a une 4e place. On est prêt à laisser ça à une tierce personne. Donc si vous êtes sur Toulouse, si vous êtes de passage sur Toulouse, par Skype ça risque d'être compliqué parce que c'est important quand même de se voir. Donc pour le moment on préfère le faire en direct. Mais si vous êtes intéressé par la perspective de venir présenter un exposé de grand oral devant Radio Clemens, vous avez vu que même si on n'a pas des professeurs d'un IEJ, il y a quand même des remarques super intéressantes. On a des chargés de TD très sympathiques. Voilà, des débats intéressants et vraiment qui apportent. Et notamment, c'est-à-dire au-delà de ça, c'est en plus vous avez le point de vue étudiant, alors que le professeur souvent, voilà, pour moi ça doit être comme ça, vous n'avez pas les tips qui vont. Bref, si vous êtes sur Toulouse, si vous voulez passer, il y a vraiment il y a une place pour vous. La prochaine émission, on l'a pas encore totalement fixé. Il y a des chances, je dis des chances, mais ça sera confirmé, que ce soit peut-être le jeudi 12 février. Vous serez informé à temps et en heure sur le Facebook, le mur Facebook. Voilà. Donc le message de Clemens est passé pour toute personne qui souhaite évidemment se joindre à l'émission. Je souhaite également remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ouais. Chico, Pelé, Tsubasa, Jimbo, les habituels, qu'on se retrouve la prochaine fois. Peut-être Chico, s'il veut revenir. Avec grand plaisir. Nous faire part de ses remarques, de son parcours. Merci RF d'avoir animé la radio. Je suis ravi d'avoir assuré l'intérim. Voilà, vous allez retrouver la prochaine fois notre bien-aimé Clemens, notre maître à tous. Et on remettra de la musique chiante. J'étais content de faire l'intérim d'ailleurs et ça on pourrait mettre du classique pour la musique. Mais vous allez retrouver notre Clemens favori à la baguette puisque c'est Jimbo qui va sûrement devoir se recoller à l'exercice du grand oral. Si on a personne pour la première séance de février, ça sera Jimbo. Et on essaiera peut-être de complexifier un petit peu la dose, parce que puisque vous êtes déjà passé une fois, on essaiera peut-être d'avoir soit un sujet plus large, soit d'être un peu plus incisif lors des questions. Bref, ça y est, vous êtes des vétérans de Radio Clemens. Ne lâchez pas les auditeurs. Voilà, merci à tous. Vous saurez en temps et en heure pour la prochaine émission. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous suivre. Faites passer le message. Radio Clemens, c'est l'émission qui se prend pas la tête, qui papote CRPA. Je remercie encore tous mes co-animateurs. Et vous retrouverez Clemens la semaine prochaine qui va reprendre son poste habituel avec toute son entrain et toute sa joie de vivre qu'on connaît. Voilà, on vous laisse avec The Verve Bittersweet Symphony pour finir cette émission. Je vous dis à bientôt et bonne soirée et bonne révision pour le CRFPA. Et avant de taffer le grand oral, on pourrait peut-être parler des écrits. Tu veux qu'on fasse une émission de 5 heures sur un note de synthèse? Ouais, carrément. Non mais on peut en parler. Rejoins-nous sur l'after de l'entraînement et t'inquiète qu'on abordera le sujet. Ouais, donc en gros, on peut parler de tout. On
parlera pas de droit fiscal. Allez! Radio Clément, c'est l'émission qui papote CRFPA. Et pas que.